Et nous allons donner la parole à Jean-Michel Cognier de Reims pour intérêt de l'échographie pour l'ostéosynthèse des fractures du radius distal avec Olivier Marès. À Jean-Michel. Bonjour à tous. Bonjour Monsieur le Président de la séance, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général. Et je voudrais avoir une pensée toute particulière pour François Schoenberg, avec qui j'ai eu la chance d'exercer au cours des 10 dernières années, qui avait son bureau à côté du mien, à qui je pouvais souvent demander un avis complémentaire. Alors, je vais vous parler aujourd'hui des fractures du radius distal en contrôle échographique. J'espère que vous avez le retour sur écran. Oui. C'est bon. Voilà. J'ai pas votre vidéo, mais j'ai votre présentation. C'est bon, Voilà. vas-y. Alors, le gold standard actuellement, nous le savons tous, c'est l'utilisation des RMX pour le contrôle en salle d'intervention de l'ostéosynthèse des fractures du radius distal. Le risque d'irradiation, nous le connaissons, il existe, y compris avec les amplificateurs de brillance auxquels nous avons accès actuellement, qui sont beaucoup plus efficients que les amplificateurs de brillance un peu plus anciens. Depuis quelques années, l'utilisation de l'échographie a été décrite pour vérifier le contrôle de la réduction des fractures du radius distal, mais pas de l'ostéosynthèse de ces fractures. Et nous rapportons ici l'expérience du contrôle échographique de la réduction, mais aussi de l'ostéosynthèse des fractures du radius distal. Alors, il s'agit d'une étude multicentrique qui a été réalisée de concert avec Olivier Marès, qui est praticien hospitalier au CHU de Nîmes, donc entre le centre privé de Reims où j'exerce et le CHU de Nîmes. Cette étude comportait des opérateurs seniors ainsi que des opérateurs juniors, ce que nous avons souhaité faire afin de pouvoir valider au mieux cette technique, et nous avons obtenu l'accord du comité d'éthique pour réaliser cette étude. Les critères d'inclusion étaient une fracture déplacée du radius distal, stade AOB de la classification AO chez un patient majeur. Un contrôle échographique et un contrôle radiographique étaient réalisés durant la procédure. Le but étant de pouvoir valider en échographie l'anatomie du radius distal, la réduction et la qualité de réduction du foyer de fracture, le bon positionnement des implants et rechercher une éventuelle fusion des vis d'ostéosynthèse, notamment à la phase dorsale du radius distal. Alors voici un petit peu comment se passait la procédure. Donc le patient installé, on commence par un contrôle échographique du foyer de fracture pour reconnaître un petit peu les structures anatomiques, visualiser le foyer de fracture et repérer les différents traits. On réalise ensuite la réduction de cette fracture. Puis un contrôle échographique est réalisé pour valider en échographie la réduction, suivi d'un contrôle radiographique par amplificateur de fréquence. À ce stade, soit la réduction est non satisfaisante, et là on recommence le geste, soit la réduction est satisfaisante et on poursuit l'intervention par l'ostéosynthèse. Une fois l'ostéosynthèse réalisée, on fait alors un nouveau contrôle échographique qui sera suivi à nouveau d'un contrôle radiographique qui sert à valider le premier contrôle échographique. Nous avons utilisé plusieurs appareils d'échographie au cours de cette étude. Le premier était une sonde Philips 316 MHz que vous voyez en bas à gauche. On peut également utiliser un échographe General Electric qui comporte une sonde 613 MHz et un échographe Samsung qui est plus performant avec une sonde 416 MHz. Donc le patient était installé en décubitus dorsal avec une tabara. Donc une voie d'abord d'Henri pour la mise en place d'une plaque d'ostéosynthèse, c'est une technique chirurgicale assez classique que nous utilisons au quotidien. Donc on commence avant tout par la reconnaissance des structures anatomiques du radius distal. Vous avez 3 coupes frontales sur la partie haute de l'écran et 2 coupes sagittales sur la partie basse. Sur une image, on reconnaît très bien en coupe frontale la partie distale de l'ulna, avec ici à côté le radius et début du tubercule du lister. Sur la coupe B, on reconnaît très bien la face dorsale du radius distal avec le tubercule du lister qui donne cet aspect triangulaire proéminent assez caractéristique.
La coupe C représente une vue frontale de la diaphyse du radius avec un aspect arrondi. Sur la coupe B, on se situe donc en coupe sagittale sur une vision de la face antérieure du radius distal avec le méplat qui correspond à la zone épiphysaire. On connaît assez bien le carré fondateur, et au-dessus les fléchisseurs profonds et superficiels. Et sur la coupe E, on a cette fois-ci une vision sagittale de la face dorsale du radius avec tubercule de distal. Donc la réduction était réalisée soit par des manœuvres externes de traction, soit avec une technique de brochage, soit la technique de pic, soit la technique de Capandji. Donc voilà ce que ça donne en échographie. On retrouve ici un décroché assez caractéristique qui correspond au foyer de fracture. On voit bien ici cet aspect correspondant au foyer de fracture avec le carré pointeur qui est juste au-dessus et cet aspect un peu plus noir qui correspond à un petit hématome juste en regard du foyer de fracture avec au-dessus l'appareil fléchisseur qui vient se plaquer sur la zone métaphyso-épiphysaire du radius. Et vous avez la même image à droite, une fois la réduction réalisée, où le décroché a totalement disparu. On reconnaît cet aspect assez régulier de la corticale antérieure du radius, avec le carré pronateur, et on trouve ici l'hématome qui reste visualisé une fois la réduction réalisée. Voici l'aspect du contrôle par amplificateur de brillance de cette fracture, avec une réduction qui est tout à fait satisfaisante, une plaque en bonne position et des vis dont on voit qu'elles sont extra-articulaires. Voici ici une vision de la réduction en dynamique de la corticale dorsale du radius sous échographie. On retrouve ces corticales qui s'alignent parfaitement, puisqu'on voit très bien en échographie. Alors deux cas qui sont assez intéressants de fracture déplacée du radius distal. Vous voyez sur l'image de gauche, donc cette fracture a un déplacement postérieur avec la flèche jaune qui correspond à la limite inférieure de la diaphyse et la flèche rouge qui correspond à la partie proximale de la zone métaphysaire dorsale du radius. On retrouve cette correspondance en échographie avec l'image qui est juste en dessous, où finalement on reconnaît très très bien en échographie la zone fracturaire comme on la voyait en radio, et vous avez sur la dernière image en bas la réduction avec les deux flèches qui sont parfaitement alignées. Sur l'image de droite, vous avez une fracture dont le déplacement est beaucoup plus important. Là encore, on retrouve avec les différentes flèches, les différents repères anatomiques. On voit en échographie donc cette partie très saillante de la corticale antérieure du radius en plus sagittale, et puis avec la flèche rouge, la zone métaphysaire qui est beaucoup plus basse, et la réduction réalisée, on retrouve cette partie antérieure de la corticale du radius qui est parfaitement alignée. Ici, la vision de la diaphyse qu'on appelle une vue d'ascenseur, c'est-à-dire qu'on déroule la diaphyse et on voit une vis qui sort en zone métaphysaire. On la retrouve assez facilement. L'image statique pour mieux visualiser cette vis qui ne pose pas de problème en général pour être dépistée, y compris par des opérateurs néophytes sur le plan d'échographie, comme tout bon chirurgien orthopédiste. Alors, nous avons fait une petite série de 41 fractures du radius distal, comportées donc une majorité de femmes, avec un âge moyen de 62 ans. Donc, la classification en haut, nous avions 10 types A2, 28 types A3 et 3 types B1. Un temps opératoire moyen de 35 minutes, c'était un peu plus long que ce que nous réalisons habituellement, en raison notamment du double contrôle. 35 plaques ont été posées par des opérateurs seniors et 6 plaques par des opérateurs juniors. Au contrôle radiographique sur la dernière vision, on retrouvait des chiffres corrects avec une antéversion de 7,5 degrés, une inclinaison radiale à 19 degrés, un index radio-linéaire distal à moins 0,56 mm. Le contrôle radiographique a permis de valider le contrôle échographique au niveau de la réduction du foyer de fracture pour tous les patients. Seule la position de la plaque a dû être modifiée à 5 reprises, notamment chez les opérateurs juniors. Alors, ce qui est particulièrement intéressant et ce qui nous a frappé, c'était la qualité de l'imagerie d'échographie comparée à l'imagerie que nous avions en préopératoire avec l'amplificateur de brillance. Et on voit très bien sur cette image de profil avec un début de réduction de la fracture du radius, la corticale antérieure paraît alignée, alors que quand on aborde pour la mise en place de la plaque, on s'aperçoit qu'en réalité, il y a un chevauchement de cette corticale antérieure qui est très bien retrouvé sur l'image échographique.
et on s'aperçoit qu'on a une définition et une qualité d'image en échographie qui est bien supérieure à ce qu'on obtient avec l'imagerie radiographique classique. Voici l'image dynamique de ce que nous avions, on trouve très bien se décrocher, qui correspond à l'impaction de la diaphyse en zone métaphysique. Une autre information, sur ces fractures à déplacement important du radius distal, on se pose toujours la question des lésions neurologiques et de l'endroit où se situe le nerf médian. Et en échographie, on voit très bien le nerf médian, qui est ici en noir souligné en blanc. On a reproduit les cercles jaunes et on s'aperçoit qu'en réalité, il est protégé par les fléchisseurs de l'esquille osseuse antérieure, ce qui permet, vous voyez, sur ce contrôle radiographique, enfin par échographique, d'être rassuré en préopératoire. Et comme vous le savez, il n'est en général pas nécessaire de libérer le nerf médian sur ces fractures déplacées du radius distal. Un challenge était les fractures articulaires que nous avons choisi de ne pas vraiment inclure dans cette étude. Et vous avez ici une fracture articulaire déplacée du radius distal avec une réduction de la zone métaphysique qui a été réalisée en échographie et une réduction articulaire réalisée sous arthroscopie. Nous avons donc pu associer à la fois l'échographie et l'arthroscopie pour cette fracture complexe, qui nous a permis également de réaliser beaucoup moins de contrôle radiographique préopératoire. Voici le résultat radiographique à la fin de l'intervention. On a une réduction qui est de bonne qualité, qui a été validée bien sûr en arthroscopie pour ce qui était de la composante articulaire. La composante extra-articulaire avait déjà été réalisée en échographie. Et en fin d'intervention, on réalise un cliché de face, un cliché de profil, uniquement, tout le reste ayant été réalisé en technique échographique. Alors, nous connaissons tous les dangers des rayons X à terme pour l'organisme, qu'il s'agit des cancers de la peau, de la thyroïde ou de la possibilité d'avoir une cataracte à long terme. Nous disposons actuellement d'amplificateurs de brillance qui sont dédiés à la chirurgie de la main, avec une diminution des radiations, mais pas une disparition. Alors, nous pensons que l'abandon des rayons X serait certainement un progrès indiscutable, aussi bien pour les patients que pour les chirurgiens, ou même pour le personnel circulant en salle, qui sont ceux qui sont le plus présents pendant les interventions. L'intérêt diagnostique de l'échographie pour la traumatologie est déjà prouvé depuis de nombreuses années. Ça a été démontré pour les fractures de fatigue de l'adulte, mais également pour les fractures de l'enfant. L'absence de rayonnement de l'échographie et la miniaturisation des appareils font qu'elle est maintenant utilisée de façon plus fréquente dans les médecines d'urgence, également en traumatologie du sport. Et c'est particulièrement intéressant pour les collègues issus des sportifs pendant les matchs et qui peuvent réaliser sur place des échographies et des appareils portables, ce qui évite de transférer le patient pour un contrôle radiographique. Des travaux ont déjà été réalisés, des articles ont déjà été publiés sur la réduction des fractures du poignet avec contrôle échographique. Il y a notamment une étude de Kodama et al. Qui avait réalisé 43 réductions de fractures du poignet sous échographie, ils les avaient comparées avec 57 réductions réalisées sous radiographie, sans retrouver de différence notable entre les deux séries de patients. Une autre étude qui a été réalisée par Hang et al. Avait également concerné 62 patients avec un contrôle échographique de la réduction d'une fracture du poignet, ce qui avait diminué les gestes de réduction et qui avait diminué également l'irradiation du patient. On peut noter au passage la différence de qualité des clichés. Vous voyez, cette étude date de 2010. Les clichés échographiques que nous avions en 2010 avec les clichés échographiques dont nous disposons actuellement, c'est véritablement le jour et la nuit en termes de qualité d'image. Alors, nous avons en théorie la possibilité, avec une incidence particulière qui s'appelle la Skyline View, de dépister des vis qui sortiraient à la face dorsale du poignet. Or, un article français de Saint-Antoine a démontré il y a peu de temps que cette vue particulière pouvait être mise en défaut, notamment si les vis sortaient en zone métaphysière, ce qui n'est pas le cas de l'échographie, qui permet de repérer systématiquement les vis quand elles dépassent à la face postérieure du poignet. Finalement, par rapport aux questions que nous nous étions posées au début de cette étude,
Concernant l'évaluation de l'anatomie du radius distal, nous avons vu que celle-ci ne posait pas de problème particulier pour un chirurgien orthopédiste doté d'un échographe, puisqu'on trouve assez facilement ces images qui sont superposables aux images radiographiques que nous connaissons bien. Pour ce qui est de l'évaluation de la réduction du foyer de fracture, vous voyez qu'elle n'a jamais été prise en défaut avec le contrôle radiographique faisant suite au contrôle échographique. Pour ce qui est du positionnement des implants, celui-ci est un peu plus difficile car on visualise surtout des implants qui vont déborder les contours du radius, mais quand l'implant est bien positionné, il est beaucoup plus difficile à voir en échographie. Par contre, les vis qui débordent en zone métaphyso-épiphysaire à la face dorsale du radius, elles sont clairement visualisées en échographie. Peut-on réaliser une osteosynthèse d'une fracture du radius distal en contrôle échographique? Alors, clairement oui, pour des fractures simples, avec la classification de là-haut. Oui également pour des opérateurs entraînés. C'est un petit peu plus compliqué pour des opérateurs juniors, mais j'allais dire comme pour n'importe quelle autre technique, il y a une courbe d'apprentissage. Et puis pour les fractures complexes, effectivement, à un moment ou à un autre, il faut sortir l'amplificateur de brillance. On en a certainement besoin. Que va-t-il se passer dans les années à venir? Alors, il y a deux choses qui vont survenir. D'une part, comme vous le savez, on a des contraintes administratives et normatives qui sont de plus en plus importantes. Et nous sommes maintenant tenus de suivre des formations, justement, tous les utilisateurs d'amplificateurs de brillance. Les échographes, eux, vont devenir beaucoup plus performants et moins onéreux. Le premier échographe que j'avais acheté il y a 3 ans a vu son prix divisé par 2, et dans le même temps, la qualité des images augmente avec une définition de plus en plus importante. Donc tout cela laisse un champ de perspective ouvert particulièrement intéressant, et je suis persuadé que l'échographie prendra de plus en plus de place dans l'avenir de la chirurgie orthopédique. Je suis prêt à répondre à toutes les questions. Merci Jean-Michel, et je passe la parole à Laurent Aubert de Besançon qui commentera cette présentation et, si possible, le plus brièvement possible. Je suis désolé. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire, Monsieur le Coordinateur, Monsieur le Modérateur, chers amis, chers collègues, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous, même loin, et je voudrais remercier ici l'Académie de m'avoir proposé de commenter ce travail, et je voudrais bien sûr remercier Jean-Michel et Olivier d'avoir dépensé autant d'énergie pour essayer d'aller mieux pour nos patients. J'aurais 2 petites questions à poser à Jean-Michel. D'abord, combien de temps faut-il pour un orthopédiste motivé pour s'approprier ces visions de l'anatomie qui changent des ombres chinoises radiographiques? Et puis, penses-tu que justement les progrès qui doivent arriver vont permettre aux échographes d'acquérir une intelligence artificielle nous permettant de visualiser ces images et ces petits nuages gris, blancs et noirs en anatomie qui se rapprocherait de quelque chose que l'on comprend et que la radio nous a appris? Alors, concernant la courbe d'apprentissage, elle est, je dirais, très rapide, quasiment instantanée, puisque nous avons déjà l'habitude de réfléchir de façon tridimensionnelle, notamment via l'amplificateur de brillance et l'arthroscopie. Pour visser un scaphoïde sous amplificateur de brillance, il faut avoir une vision tridimensionnelle du scaphoïde et se représenter la position de la broche dans l'espace et à l'intérieur du scaphoïde qui est un os qui n'est pas tout à fait dans l'axe du poignet. Et quand on opère en arthroscopie, la vision qu'on a est une vision déformée de 30 degrés par l'optique. Donc ce sont des mécanismes que le cerveau s'approprie très rapidement et qui ne posent pas de problème. D'autre part, les images en échographie, notamment pour l'os, sont, je dirais, superposables à ce qu'on a en radio, puisque les gris, les blancs et les noirs, on les a déjà en radio. Ce qui est plus compliqué en échographie, c'est s'approprier les parties molles. Parce que les nuances de gris, pour opérer un nerf médian, pour opérer les petits vaisseaux, pour opérer une branche scénarienne en échographie, ça demande effectivement beaucoup plus d'habitude, mais tout s'apprend, donc il n'y a pas d'obstacle majeur. Après, pour l'intelligence artificielle, ça répond un petit peu à ce que je disais, c'est-à-dire que ton cerveau apprendra beaucoup plus vite que l'ordinateur, et ces nuances de gris, de blanc, de noir, en l'espace de quelques semaines, quelques mois, ne poseront plus de problème,
parce que notre logiciel de reconnaissance automatique de ces structures, en fait, fonctionne très très vite. C'est cependant le seul examen dont on lit le compte-rendu en consultation. Pour les autres examens d'imagerie, on arrive à comprendre. Et effectivement, ma question était, est-ce que tu penses qu'un jour l'échographie va évoluer vers des images, un rendu d'images que l'on comprend plus vite? Alors, depuis que je fais de l'échographie, je peux lire des images échographiques sans lire les comptes rendus. D'accord. Donc, en réalité, ça s'apprend très vite. Après, ce qu'il faut voir en échographie, c'est qu'on a l'image dynamique. Et l'image dynamique est souvent beaucoup plus confortable que l'image statique du scanner ou de l'IRM, puisqu'on est obligé de regarder planche par planche pour essayer de reconstituer la forme de la pseudarthrose, la forme de la fracture, l'endroit où il y a un petit peu d'arthrose, etc. En échographie, on visualise soi-même, on choisit l'axe de vision, on peut regarder de façon tridimensionnelle, et c'est beaucoup plus intuitif comme apprentissage. Merci. Merci, Michel. Merci à tous. S'il n'y a plus de questions, nous allons clore cette très belle séance. Merci à François Schoenberg et à Michel Merle d'avoir très bien organisé et modéré cette séance. Merci à tous les intervenants d'avoir préparé de très belles présentations. Je retiens que la chirurgie doit garder sa raison, ne pas se laisser abandonner au mirage de la technologie, savoir continuer à opérer de manière traditionnelle tout en améliorant les techniques, savoir conserver à l'organisation hospitalière sa dimension humaine. Je vous remercie tous et je vous souhaite une bonne soirée.